parfaite illustration de ce qui peut se faire en des temps plus apaisés et ce qui bien fait une parfaite concertation, une mise autour de la table de tous les acteurs d'un secteur. Ici, il s'agit de l'enfance, et c'est une occasion pour notre pays de pouvoir avancer collectivement pour une réforme positive. Donc je ne parlerai pas non plus très longtemps, nous aurons l'occasion d'échanger au cours de la soirée. Ce qui importe, c'est bien sûr vos questions. Ce qui nous intéresse, ce sera l'échange. Donc les intervenants interviennent quelques minutes seulement, je ne sais pas, messieurs. Et attendre vos questions. Donc je vous présente rapidement M. Claude Robert, votre maître de Bouffémont, M. Pétissieux, chercheur et psychologue, le docteur. Le docteur Anne Guyenne, c'est connu à Copenhague puisqu'il a exercé à l'hôpital d'Argenteuil un certain temps. Le docteur Guyenne était pédopsychiatre, et Bruno Prisbar, président de la FCPE 95. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Désigné, merci. Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais faire un premier tour de prospective un peu, et puis je pense qu'effectivement je ne vais pas monopoliser la parole parce que sinon vous en avez pour 5 heures, et j'ai appris qu'il y en a pour jusqu'à 23 heures, donc c'est un peu possible, et puis vous puissiez vous exprimer. Donc, bon. Pourquoi j'ai accepté de venir? Tout simplement parce que, vous savez, quand on fait de la recherche, on est bien content que parfois on soit entendu et que on trouve des applications à ce que nous avons mis en évidence sur le terrain, aussi en laboratoire, enfin bref, que nos connaissances dégagées par nos travaux puissent avoir une certaine utilité. Il faut dire que jusqu'à une époque encore récente, très récente, c'est-à-dire jusqu'à 5-6 ans, enfin bref, on a été très peu entendus. Et quand je dis on, ce sont les chercheurs, les pédiatres, les médecins, les pédagogues qui disaient attention, on a mis en place des aménagements du temps pour les enfants qui ne correspondent pas du tout au respect de ces enfants, au respect au moins biologique, physique et psychologique, qui ne correspond pas du tout au respect des rythmes de ces enfants et alors des autres. Bon, moi j'ai travaillé sur la question au moins pendant 30 ans. J'avoue que j'ai eu souvent l'impression d'avoir affaire à un monde de sourds, de malentendants au moins. Et ce n'est que très récemment que on a enfin été entendu. Et je dirais que c'est un mouvement qui a pris forme il y a 5-6 ans, même avant, un petit peu en réaction par rapport à ce qui avait été proposé en matière d'aménagement du temps. Je fais allusion là à la semaine des 4 jours. Et j'ai cru que c'était vraiment acquis quand j'ai vu, mais je suis d'une naïveté extrême, que le ministre Luc Châtel avait réuni une conférence sur les rythmes scolaires, sur les préjugés des enfants, et était arrivé à la conclusion unanime dans cette conférence dont je faisais partie. C'est pas parce que j'en faisais partie que c'est bien, hein. La conclusion c'était bon, il faut arrêter cette semaine de 4 jours, et en même temps il faut trouver des solutions pour alléger la journée, enfin bref, pour mieux considérer l'enfant et mettre celui-ci au centre des débats et dans les préoccupations des adultes. Et il faut dire que ceci faisait parallèlement à une réflexion menée par une commission parlementaire qui, elle aussi, unanimement, que les parlementaires, soit de gauche ou de droite, étaient arrivés eux aussi à une conclusion sur la nécessité de revoir les aménagements du temps, notamment pour le primaire, et de dire on arrête ce qui se passe en ce moment. Et j'avoue que j'étais particulièrement satisfait de voir la raison
l'emporter. Et aussi l'écoute par rapport à certaines de nos recommandations. Il faut dire que les recommandations, elles remontent loin. Hein, et j'ai là, sous la main, alors je veux dire, ça fait un peu archive, vous voyez, ça se démantèle un peu, ça se déchire, mais c'est un rapport qui est remarquable. Je le garde ça, je vous le passerai pour moi. Je le vends, mais alors très cher. C'est un rapport qui a été présenté le 18 janvier 1962, qui s'intitulait « La fatigue des écoliers français dans le système scolaire actuel ». 62, le rédacteur de ce rapport, les rédacteurs étaient le professeur Debray, Robert Debray, et le docteur Daniel Doherty. Remarquable. Si on avait tous vu ça, on serait pas là ensemble. C'est vrai, c'est dommage, d'accord, mais on ne serions pas là. Il a fallu 62, 2012 pour que nous ayons un autre rapport, enfin c'est un rapport, un fascicule de recommandations qui s'intègre dans le cadre de la refondation de l'école, qui s'intitule « La réforme des rythmes à l'école primaire ». Et je dois dire que ce soit la gauche, la droite, ainsi de suite, la raison commence à l'emporter. Commencer. Et moi, je me réjouis. Et ma satisfaction, je l'ai clamée, je suis encore prêt à le clamer, à la clamer dans les colonnes de certains journaux, quelle que soit d'ailleurs leur tendance, en disant « Ah là, ça change. Pour une fois, on met les enfants au centre, et pour une fois, eh bien, on ne pense pas aux besoins des adultes. » Parce que soyons sérieux entre nous. Quand on a mis en place les aménagements du temps que vous avez vécu, vous, que vos petits-enfants, que vos enfants ont vécu, que les petits-enfants ont vécu, bon bref, c'était pas pour le bien de l'enfant, ni non plus pour l'enseignant. Hein. La coupure du mercredi, c'est ni plus ni moins que la coupure du jeudi, qui autrefois était créée pour que les enfants puissent participer au catéchisme. Les grandes vacances, 1914-1918. L'économie basée sur l'agriculture, eh bien, devait trouver de la main-d'œuvre, parce que les adultes étaient partis au front. Hein. On a commencé ça hier ou avant-hier. Hein. En attendant, les grandes vacances sont nées comme ça, parce qu'il fallait bien de la main-d'œuvre pour faire les moissons, les vendanges, la qualité des pommes, ainsi de suite. Les vacances de février, eh bien, c'est le tourisme blanc qui naît. Après les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'enfant là-dedans, vous savez, quand on a mis en place la semaine du 4 jours, je veux bien qu'on me dise que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Oui, quand l'aménagement du temps libéré existait, non, quand il n'y avait rien autour. D'accord. Donc, on est arrivé à ça. Donc, du coup, j'ai vu que je voyais que cette réforme allait enfin tenir compte de nos travaux. Alors, quels travaux? Bien, les travaux des chronobiologistes et des chronopsychologues. Les chronobiologistes sont ceux qui s'occupent des rythmes biologiques. Je ne vais pas vous faire un long discours scientifique, parce que c'est pour l'heure, et on va s'en dire. Et les chronopsychologues, eux, s'occupent des variations périodiques des comportements. Comportements des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Il y a de rythmicité là, il y a la biologie, psychologique, il y en a même une physique, qu'il convient de respecter. Et nous, qu'est-ce qu'on a montré? Bien, on a montré que les enfants ne vivaient pas toujours selon le même comportement tout le long de la journée et de la nuit. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, des pics, des creux, et qu'il y a donc des rythmicités. Que ces rythmicités se répartissent sur l'année, sur la semaine, sur la journée. C'est ainsi que la rythmicité qui me semble la plus importante à respecter chez les enfants, c'est celle de la journée. En effet, on a montré, que ce soit biologiquement ou psychologiquement, que dans la journée, il y a des temps forts et des temps faibles. Et qu'il convient de respecter ces temps forts et ces temps faibles. Jusqu'à maintenant, à l'école, bien, on faisait comme on pouvait. C'est-à-dire qu'on plaçait les matières, les différentes disciplines, les différents apprentissages au moment où on pouvait. Parfois, on arrivait à quelques inepties.
On plaçait par exemple la énième leçon de lecture au cours préparatoire. Je ne vais pas vous brancher sur quelle méthode, hein, c'est pas le problème. À 13h30 quand on rentrait en classe. Alors que à la sortie de la pause méridienne, le soir on a envie de dormir, soit on est très énervé parce qu'on a fait, enfin bref, c'est pas simple du tout. Soit on mettait aussi les examens le baccalauréat vont commencer un lundi par l'épreuve la plus difficile, les mathématiques vont commencer le lundi à 8h. Boum, ça vous met en forme pour un examen. Et ainsi de suite, on a accumulé les erreurs. Alors que cette technicité journalière, qui est reconnue, qui est connue, mériterait et méritait et mérite que l'on la respecte au mieux. Je disais, il y a des temps forts, des temps faibles. Plaçons au moment fort les activités les plus sollicitantes au niveau de l'école et au moment faible les activités d'entretien, les activités moins sollicitantes, les activités plus ludiques. Alors il fallait les connaître, ces temps forts et ces temps faibles. Il s'avère que biologiquement, psychologiquement et physiquement, ce sont les mêmes. Ils concordent. L'entrée en classe, le matin, eh bien, n'est vraiment pas un moment glorieux. Donc il faut essayer d'attaquer progressivement. La période autour de midi, ce qu'on appelle le postprandial, ça fait très riche, n'est-ce pas? Eh bien, est un moment aussi difficile à vivre. Et qui est d'autant plus difficile que l'enfant est jeune. Plus l'enfant sera jeune, plus tôt commencera ce creux de midi et plus long il sera. Ceci n'empêche pas de penser qu'il y a des temps forts aussi, heureusement, la deuxième partie de la matinée, et puis aussi pour les plus âgés, je dis bien pour les plus âgés, les CM1, les CM2, eh bien on peut voir réapparaître en fin d'après-midi, enfin l'après-midi scolaire, eh bien quelques progrès. Ceci est vrai d'un point de vue physiologique. Ce sont les travaux d'Hubert Montagnier, notamment, qui ont mis ça en évidence. D'un point de vue psychologique, je vous fais grâce de ma méthodologie, des travaux qui ont été menés sur le terrain. Ça a été mené pendant une vingtaine d'années, 25 ans, sur à peu près 40 000 enfants ou adultes, enfin bref, ou collégiens, lycéens, et avec le souci d'être le plus rigoureux possible et d'amener des informations non suspectes d'un point de vue méthodologique. Et on ne travaille pas sur des sentiments. Ce qui me laisse quand même un peu pantois quand j'entends aujourd'hui dire « Ah, ils sont fatigués ». On va pas rentrer, je suppose que vous poserez la question tout à l'heure. Je vous pose quand même maintenant la question, qu'est-ce que vous entendez par fatigue? Et là, il chipote, mais non, je chipote pas, parce que là, ça rigole plus. Hein. Bon, bref, j'ai travaillé sur la période scolaire, je n'ai pas eu l'audace d'aller travailler dans la partie extrascolaire, parce que d'abord c'est du travail des résultats de vous, la plupart du temps, mais puis je ne peux pas aller m'immiscer dans la vie des parents. Et bon, si, où je me suis un peu immiscé, mais il ne faut pas le crier trop fort, c'est dans les centres de vacances, où j'ai eu l'occasion de voir si la récité que je vous ai décrite journalière était présente. Oui, elle est présente. Cette récité journalière, elle nous poursuit toute notre vie. Elle se met en place au cours de la fin de maternelle au début CP, et puis elle évolue en tenant compte de l'âge, comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis elle nous poursuit toute notre vie. C'est-à-dire que chez un adulte, eh bien, nous commençons la journée, nous progressons tout doucement, on monte quand même jusqu'à un pic dans la matinée, on a un palier, autour de midi, on n'est pas un creux, parce que là, ça serait une catastrophe, hein. Et puis, bien que parfois on a envie de dormir, on est un peu sujet à une baisse, et puis on a une nouvelle progression l'après-midi jusqu'au soir, 21h, à peu près ça redescend. Ah, ça, c'est le rythme classique d'un adulte. Bon, alors évidemment, il y a des emplois du temps qui ne nous permettent pas de respecter cette simplicité. Il convient de respecter à tout prix. Bien, ce sont les gens qui travaillent la nuit et qui se reposent le jour. Ce sont des gens qui ont des cadences infernales, alto-cadences infernales. Bon, bref, je présente un peu, mais il y a des dérèglements, ce qu'on appelle dans notre jargon des désynchronisations de cette technicité qui doit être absolument respectée. C'est le
pivot central de respect des rythmes. C'est très difficile. Alors, il y a chez les enfants scolarisés deux situations où on ne retrouve pas cette typicité commune à pratiquement tout le monde. C'est la situation du lundi, qui peut se prolonger jusqu'au mardi midi, hein, quand l'effet négatif, quand on a des enfants qui bénéficient d'un week-end complet, enfin qui subissent un week-end complet sans rien, ça existe. Et là, le lundi, c'est chacun fait comme il peut, c'est sauf qu'il peut. Hein, tout ce que je vous ai écrit au l'électricité, c'est pas possible. Donc, alors là, on peut vous dire, vous avez des enfants, c'est l'électroencéphalogramme plat toute la journée, d'autres on progresse progressivement, sur un route qui c'est très long, d'autres qui ont leur électricité habituelle, classique, celle que je vous ai décrite, et puis vous en avez d'autres, elles sont complètement atypiques, et non seulement elles sont atypiques, mais en plus leur performance aux épreuves que je propose, c'est ces épreuves simples, de vigilance, d'attention, de raisonnement, très simple, eh bien la performance baisse, et bien inférieure aux autres enfants. Mais ce sont les enfants, je peux vous le certifier, quand on enquête un peu, parce que malgré tout, il faut respecter l'anonymat, eh bien, on constate que ces enfants-là ont mal vécu leur week-end, ont subi le week-end, pour des raisons X ou Y, et qu'on ne s'est pas occupé d'eux, ou alors que, bon... Donc, ça met la puce à l'oreille sur ce qu'on fait du temps libéré. Ok? Et puis, il y a un deuxième cas, alors là, vous allez me dire, c'est du parfait. Non, 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 ce sont les travaux sur le terrain. C'est le cas de l'aménagement en 4 jours de la semaine. Surtout quand ces 4 jours ne sont pas accompagnés d'une politique d'activité périscolaire autour de l'école ou extrascolaire, le samedi, le mercredi, le mercredi et le dimanche. Et oui, là on voit que les enfants n'ont pas une courbe classique, elle est désynchronisée. Or, quand il y a désynchronisation, c'est-à-dire perte de cette courbe normale, eh bien on a une fatigue. On a la fatigue et en plus, fatigue et niveau inférieur. C'est pour ça que les chronobiologistes unanimes ont dit non, il faut arrêter cette semaine de 4 jours, surtout quand elle n'est pas accompagnée. Alors, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner à la semaine de 4 jours, avec des activités périscolaires. Moi, je connais des villes qui ont mené la politique de 4 jours avec un fort accompagnement périscolaire, comme je connais par exemple Rennes, où je suis allé expérimenter sur le terrain, et on voit bien que les niveaux ne sont pas inférieurs pour ceux qui sont en 4 jours par rapport à ceux qui sont en 4 jours et demi. Sauf qu'on a la courbe inverse et on a un peu de fatigue. Ce qui m'amène, ça sont les principaux résultats, à vous dire qu'en matière d'aménagement du temps, et je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais quand même poser une question. En matière d'aménagement du temps, il y a des rythmes prioritaires à respecter. Un, et j'en ai pas encore parlé, et malgré l'heure, c'est le sommeil. Le rythme veille-sommeil. Le sommeil, qui se manifeste chez le jeune enfant, non seulement la nuit, mais également au moment de la sieste. Je suis un fervent défenseur de la sieste, de 7 ans à 77 ans. Non, mais il faut que les enfants, s'ils en ont le besoin, notamment en maternelle, puissent dormir, se reposer. S'ils en éprouvent le besoin. Il n'est pas question d'imposer le sommeil systématiquement. Parce qu'il existe des grands dormeurs et des petits dormeurs de sieste. Il existe des enfants de 3 ans qui n'éprouvent plus du tout le besoin de dormir au moment de la sieste. C'est très compliqué le problème de la sieste. Et puis par contre, vous en avez à 7 ans, 8 ans qui éprouvent le besoin de faire la sieste. Alors, la sieste sera peut-être pas aussi longue que chez les petits bambins de maternelle. Mais ce besoin existe. Et ça suppose beaucoup de choses, le respect de la sieste. Ça suppose des locaux, ça suppose du personnel qui puisse sensibiliser les enfants, ça suppose aussi l'accord parental. Parce que moi j'ai quand même vu, et mon voisin le dira sûrement, mieux que je ne le dis, des parents dire
moi je ne veux pas que mon enfant dorme à la sieste parce que ce soir il ne va pas dormir. Or ça, c'est pas un argument. Et je dirais qu'il y a 50% de chances qu'ils aient raison, ces parents. 50% de chance parce que il a été montré qu'il y avait aussi des grands dormeurs et des petits dormeurs de sieste, d'accord, mais également de nuit. Et que la corrélation n'existe pas. C'est pas parce qu'on est petits dormeurs de nuit, de jour, pour être grands dormeurs de nuit. C'est le hasard qui fera. Donc, si vous faites des probabilités, en même temps que vous faites votre tiercé, vous faites le calcul de vos bref, et vous constatez que vous avez l'enfant. Bon. Alors, ce qui importe, c'est que ce sommeil soit respecté. Et c'est compliqué, encore plus compliqué, à la maison. Parce que là, les parents, ils sont devant leurs enfants, et les parents, ils ont des journées aussi. Des grandes journées. Et le soir, quand ils rentrent, bien parfois, ils n'éprouvent qu'une chose, hein, c'est eux de se reposer un petit peu, de voir leurs enfants beaucoup, on mange, on les lave, et puis vite fait au lit. Et puis parfois même pour qu'ils dorment mieux, on leur met la télé dans la chambre. C'est pas sûr parce que un petit dormeur ça va, un grand dormeur ça. Non, un grand dormeur ça va, un petit dormeur ça va pas marcher. Donc c'est pas simple. Donc, et si vous avez un enfant qui manque de sommeil, régulièrement, pas occasionnellement, eh bien, son comportement va devenir difficile, être compliqué, soit il va être énervé, soit il va être somnolent, il va être inactif, apathique, enfin bref, tous les symptômes de l'enfant qui n'ont pas des comportements dits adaptés à la situation qu'on leur propose, que ce soit à l'école, mais que ce soit aussi en centre, que ce soit même chez les parents. Donc, c'est le premier rythme à respecter, celui-là. Le deuxième, eh bien, c'est celui que je vous ai écrit au niveau de la journée, et qui est lié d'ailleurs avec celui de la semaine. Parce qu'il faut arrêter, il faut revenir sur cette semaine de quelque chose. Et là aussi, il y a eu unanimité. Là aussi, on a vu tout le monde, je dis bien tout le monde sans exception, dire il faut arrêter les 4 jours. Alors là, moi, j'étais dubitatif parce que il y a 5 ans, il y a 4 ans, les sondages disaient on est tous pour les 4 jours. Et 2 ans après, unanimité. Alors, j'ai contre les 4 jours. Alors là, aujourd'hui, on est encore contre les 4 jours. On revient aux 4 jours et demi. C'est ce qu'encore d'actualité. Je dis bien encore. On va, comme on redit tout ce qu'on a dit, alors je ne sais plus où on va. Bon. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il y a comme nécessité en matière d'aménagement du temps? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, c'est le fait que la libération du temps, l'aération du temps scolaire, proprement dit, doit être complétée par des activités, pas forcément aussi performantes qu'on veut bien dire, mais que l'enfant ne se sente pas abandonné. Et là, c'est ce qui est en débat aujourd'hui. Et pour terminer, l'analyse que je fais de cette réforme en matière d'aménagement du temps qui s'intègre dans un cadre beaucoup plus large que celui de la refondation, c'est que c'est une réforme des aménagements du temps très ambitieuse, peut-être trop. Hein, parce que il y a pour moi 2 axes. Il y en a un sur lequel je tiens énormément, c'est celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire le respect des rythmes de vie des enfants. Entre une semaine de 4 jours sans rien, surtout, sans rien, et 4 jours et demi avec rien non plus, il n'y a pas photo. Il faut maintenir les 4 jours et demi, que ce soit le samedi matin ou le mercredi matin. Je pourrais vous répondre si vous me posez la question sur samedi matin, mercredi matin. Il faut aérer. Deuxième nécessité, c'est respecter dans la vie de l'enfant la régularité. C'est toujours des questions biologiques et psychologiques. Il faut que l'enfant vive dans un cadre régulier, avec des repères réguliers. Et là, eh bien, on y est là. Quand on a mis en place, alors c'est curieux, je n'entends personne, je ne vous encourage pas à remettre ça en cause aussi, je n'entends personne parler du problème des vacances de la Toussaint. C'est aussi important pratiquement que le retour au 4 jours et demi.
Moi, j'ai demandé depuis 30 ans, là tout ça, c'est pas 3 jours. Après, je disais, c'est pas une semaine de vacances. C'est pas 10 jours, c'est 15 jours minimum. 15 jours minimum. 15 jours, ça va bien. Une semaine pour se déshabituer de son emploi du temps du cycle scolaire et une autre semaine pour ne plus entendre le réveil, ils ne sont plus d'ailleurs, et pour se reposer, quel que soit l'endroit où se trouve l'enfant. Là, c'est la deuxième partie. Si j'avais un mot à dire dans cette affaire, moi je dirais, ok pour la première partie, on y va, il n'y a pas de souci, ça ne peut pas être plus mal que la semaine de 4 jours, hein. C'est même mieux, c'est clair. Et on continue par la complémentaire éducative qui est une idée, l'éducation de l'autre qui est une idée d'une générosité importante. Voilà ce que j'allais vous dire en préambule, et puis c'était un peu long, excusez-moi d'avoir occupé le temps. Vous aviez quelque chose, c'est pas mal? Vous le savez. Bonsoir. Bonsoir, difficile de passer après M. Testu, mais bon, on va essayer. Pour nous, la FCPE soutient les 4 jours et demi depuis le début, puisque nous, dès le décret 2008, on demandait la remise en place des 4 jours et demi. Parce que nous, 4 jours et demi, aujourd'hui, on s'aperçoit que le vendredi soir, nos gamins, nos enfants, ils sont crevés. Parce que des journées, de longues journées, et on est quand même sur où on a la journée la plus longue à l'époque, quand on parle de 2008. Quand on parle de 2008, pour revenir un peu dans le contexte, quand on parle de 2008, on a la journée la plus longue, avec l'année où on a moins de cours. On est quand même sur un pays où on n'avait que 144 jours de cours par rapport à d'autres pays européens, ou qui étaient à beaucoup plus que nous. Donc, et on a essayé de concentrer tout dans la même journée. Essayer de concentrer tout dans la même journée, on s'apercevait, même pour nous adultes, c'est pas possible. Et pourquoi, pour nous, FCPE, c'était qu'à un moment ou à un autre, l'enjeu majeur, comme disait M. Testu, qui doit rester l'enjeu majeur pour l'éducation nationale, c'était plus l'enfant, c'était tout ce qu'il y avait autour. L'enfant, on le remettait de côté et on se battait pour un autre système, sur un système financier, parce que supprimer 2h56 exactement, ben ça, on faisait, je vous rappelle quand même, on est quand même en 2008, un fonctionnaire sur 2 qui devait être supprimé, ainsi de suite. On est sur cette période-là, quand les 4 jours sont mis en place. Donc nous, dès 2008, on dit non. On dit non, et on n'est pas les seuls, parce que toutes les organisations syndicales à l'époque, nombreuses, aujourd'hui toutes, le disaient aussi. Et quand on parlait d'y revenir, je vous rappelle aussi que c'est la même époque où le ministre de l'Éducation nationale avait dit quand même, et je crois que c'est le même, en maternelle, les enseignants savent qu'à changer les couches. Je crois que c'est le même qui avait fait, ou celui juste avant. Et puis on s'apercevait aussi que la journée, alors c'est vrai que nous parents, on a des journées longues, très longues, mais nos gamins, nos enfants, avaient des journées encore plus longues que nous, surtout nous, venant de la grande couronne. Un enfant, en gros, sur le Val-d'Oise, il arrive à 7h30 à l'école et il en quitte à 19h. Si on compte le temps du périscolaire et du scolaire. Et en plus de ça, on s'apercevait aussi qu'on leur mettait des devoirs. Alors que je rappelle quand même que les devoirs, alors certes, ça va effrayer quelques parents, mais les devoirs, depuis 1956, ça ne doit plus exister. Alors certes, pour nous, ça nous rassure. C'est vrai que pour nous, parents, il faut comprendre que les devoirs, il faut savoir que nos enfants ont des devoirs, c'est qu'il a travaillé à l'école. Mais est-ce que c'est pour nous ou c'est pour lui? Quand c'est pour nous, quand c'est pour lui, est-ce que vous, après, est-ce que quelqu'un classique, on sait qu'il y a du télétravail, mais que quelqu'un classique, quand il rentre chez lui,
Est-ce qu'il amène du travail à la maison pour continuer? Et on demandait à l'enfant entre 7 et 10 ans de le faire. C'était compliqué. Donc on lui disait, tu vas faire une journée entre 7h et 19h parce que maman ne va pas venir te chercher avant. Et en plus de ça, le soir à 19h, on lui disait, ben, est-ce que tu as fait tes devoirs? Qui n'étaient pas forcément fait comme on souhaitait, parce que est-ce qu'on était sur une étude dirigée ou surveillée? Mais on lui en remettait une couche. Donc ça allait jusqu'à 20h, et on continuait comme ça. Et là-dessus, on continue à avoir des chiffres qui continuent à augmenter. Je rappelle quand même un chiffre qui alarme toujours, qui est notre sixième d'alarme pour nous FCPE. C'est 220 000 décrocheurs par an qui sortent du système scolaire sans rien. Et ça, on ne pouvait pas continuer. Donc c'est pour ça que ces 4 jours, nous on a dit non, c'est pas possible. On va essayer de concentrer quelque chose dans une boîte qui est déjà bien chargée, on va lui mettre une demi-journée pour un système financier. Et derrière, on va continuer à le charger. Un moment ou un autre, moi le premier, si on me charge trop, je craque. Et on s'apercevait que c'était ce qui se passait. Alors nous, concernant les 4 jours et demi, bien sûr qu'on était pour et bien sûr qu'on soutient cette réforme. Et bien sûr que, comme disait M. Pestu tout à l'heure, 62 2012, il n'y avait rien eu entre les deux. C'est ça qui est inquiétant. Sur la concertation, parce qu'aujourd'hui, le problème, quand on entend un peu parler là, médiatiquement, sur la concertation, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est ces fameuses 3 heures, parce qu'aujourd'hui, qui n'est pas pour qu'il y ait 4 jours et demi? Qui n'est pas pour que nous, parents, que les 2 mois de vacances, est-ce qu'il ne faut pas les raccourcir? Est-ce qu'un enfant, déjà, quand il revient du vendredi soir au lundi matin, il faut le mardi matin pour se remettre dans une journée classiquement? Alors imaginez-vous, en plus de ça, c'est pas 2 mois. Quand on est sur d'autres établissements, on en parle peu, mais collégiens et lycéens, c'est 2 mois et demi, voire 3 mois. Parce que souvent au collège, on finit début juin. Et on reprend début septembre. Et au lycée, si on n'est pas sur l'année du bac, on est un peu sur cette même thèse. Donc aujourd'hui, les moissons, tout ça, dans un milieu ça n'affecte plus. Nos enfants, ils n'en voient plus. Dans certains coins peut-être, mais on ne les envoie plus à la cueillette des pommes, on ne les envoie plus à la vigne, on ne les envoie plus à la moisson. Et on continue à avoir ce rythme-là. Les vacances de la Toussaint, la FCPE, ou les vacances d'automne. Les vacances d'automne, bien sûr qu'il fallait les 15 jours. C'est le début de l'année qui est la plus longue. Plus de 7 semaines dans 8 semaines. Nous, ce qu'on préconise, après avoir entendu les chronobiologistes, les chronopsychologues, c'est 7 semaines de cours, 2 semaines de congé. C'est ce qui est écrit là, c'est ce qu'on écrit. Parce qu'à un moment ou un autre, après 7 semaines, il faut un break, mais pour un enfant. Pour nous aussi, hein, c'est bien si on peut. Mais pour un enfant, c'est primordial. Donc si on revient sur ce qu'on entend aujourd'hui au niveau de ces fameux 3 heures qui poseraient problème. Moi, je prendrai un exemple, et j'espère que tout à l'heure, Claude Robert interviendra. Sur Bouffémont, on n'a pas eu ce problème-là. Parce que tout simplement, il y a une vraie concertation. Aujourd'hui, ce que doivent faire les villes, puisque depuis le 26 janvier, tout le monde devrait passer en septembre 2014. On a eu 16 villes aujourd'hui, en 2013, et le reste, sur les 180 communes, ils devront passer. Donc il en reste 164. Mais si on ne fait pas la concertation, et qui c'est qui doit faire la concertation? Ça ne doit pas être que les enseignants d'un côté, les parents de l'autre. C'est tous les acteurs, c'est les acteurs associatifs, c'est les acteurs culturels, c'est les acteurs sportifs, c'est les acteurs... tous. C'est les animateurs, c'est les transports, c'est tous les acteurs qui encadrent notre enfant et qui participent à son instruction aussi bien culturelle, ainsi de suite, que nous, éducateurs. Parce que comme disait Anita tout à l'heure, l'éducateur, c'est le parent. Mais pour son enrichissement personnel,
l'enfant et son enrichissement tout court, il a besoin que tous ces acteurs-là se réunissent pour donner une meilleure solution. Et c'est pas ce qui se passe souvent. Et là, on s'aperçoit que là, oui, bien sûr que ça marche pas. Mais s'il n'y a pas de projet éducatif local sur une commune, bien sûr que ça bloque. Comme disait un ancien président de la FCPE, plus pour l'école ou l'éducation, moins de ronds-points. Hein? Ça, c'est clair. Qu'aujourd'hui, notre enfant, c'est pas un investissement financier, c'est un investissement à long terme. C'est nos générations futures qu'on doit construire à être autrement. L'épanouissement de l'enfant, c'est le nôtre. Concernant le mercredi samedi, nous, FCPE, on est partagés. Moi, personnellement, et le département, on préconise plus le samedi. Et pourquoi le samedi? Pourquoi le samedi? Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a un truc qui a disparu dès 2008. Il y a un point important. Quand on remet l'enfant, l'acteur majeur, essentiel de l'éducation, c'est le dialogue. Dialogue parent-enseignant, dès la mise en place de ces 4 jours, a disparu. On pourrait se dire, on pourrait penser peut-être que c'était voulu. Parce qu'un enseignant qui s'en va à 16h30, un parent qui finit à 18h, voire 19h, il ne se voit plus. Donc il n'y a plus de dialogue. Et ce n'est pas un cahier de correspondance qui peut être le lien. Le cahier de correspondance, on va marquer que votre enfant, il lui manque quelque chose. Mais il n'y avait plus de lien. Et puis le travail du samedi, on s'apercevait aussi qu'on ne travaillait pas dans... L'enfant n'allait pas à l'école de la même façon. Moi, pour avoir eu des enfants qui ont connu les deux, le samedi, c'était toute la partie artistique, toute la partie autre, qu'on travaillait autrement, parce que le samedi, c'était plus décontracté, et on n'était pas sur l'apprentissage de ce programme qui les chargeait. Nous, on attend beaucoup de ce qui a été ouvert le 10 octobre, le Conseil supérieur des programmes, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail peut-être à refaire là-dessus. Une vraie maternelle, un collège peut-être vu autrement, que tous nos enfants retrouvent la place qui doit être la leur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... Aujourd'hui, on s'est basé quand même en 2008, revenons sur 2008, plus de 27 heures de cours, et les programmes n'ont pas été allégés quand on est passé à 24 ans. Donc on a essayé de rentrer la même chose en moins de temps. Et ça, déjà pour nous, quand nous travaillons moins avec le même temps, c'est pas possible, imaginez-vous pour un enfant. C'est chargé, c'est concentré, et c'est pas possible. Et le point important, la FCPE ne le redira jamais assez, c'est 220 000 décrocheurs chaque année qui sortent sans diplôme. Et ça, pour nous, un jeune ne doit pas sortir sans diplôme, parce qu'on s'aperçoit qu'en période, pas que maintenant, mais en période actuelle, un enfant qui sort sans diplôme, c'est un chômeur sur 3. Voilà. Et ça, c'est bien le problème. Et ça, c'est là-dessus qu'on doit continuer à travailler. Et c'est là-dessus que nous, on attend beaucoup sur toute la partie enseignement général, enseignement pro, enseignement technologique aussi. Et pour finir, pour passer la parole au docteur Nguyen, pour nous, il ne faut pas que ces 3 heures de PEVT bloquent, parce que c'est pas... Nos enfants, ils attendent autre chose. Nos enfants, ils ont vraiment besoin d'avoir une école qui revienne à leur écoute, et pas une école qui soit qu'à l'écoute de l'adulte. Bien, bonsoir. Alors, je
Monsieur Testu a tout dit sur la chronobiologie, la chronopsychologie et les effets néfastes de la désynchronisation. Monsieur Brisbard a tout dit sur l'importance de réfléchir sur la réforme et la réflexion globale. Que puis-je dire? En plus, je ne suis pas légitime, car en tant que médecin, je n'ai absolument pas à donner des conseils à la société. Nombre de collègues le font. On sait très bien dans l'histoire les dangers que ça a apporté. La psychiatrie doit rester dans son espace. Alors, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi j'ai quand même accepté la première fois au Bonn et aujourd'hui ici, pas seulement par courtoisie, respect et amitié pour madame, mais parce que je me dis que les psychiatres travaillent trop, que les orthophonistes travaillent trop, que les psychomotriciens travaillent trop. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle. Je pense que tout le monde est d'accord. Nous sommes tous d'accord. Bien sûr que travailler beaucoup, ça nous permet d'être satisfait de l'existence, mais l'on se dit très souvent que peut-être d'autres aussi pourraient intervenir dans la préservation de la santé. La santé, ce n'est pas la non-maladie. La santé, c'est toute une série de facteurs, avec l'équilibre, l'environnement, l'écologie. Les médecins, certes, ont des idées sur ce qu'il faudrait faire, ils ne doivent pas en dire plus. Cependant, je disais donc, nous travaillons trop, et parmi les nombreux enfants que je vois maintenant en consultation en cabinet, auparavant à l'hôpital ou dans d'autres lieux, très souvent nous nous disons, mais pourquoi il vient me voir celui-là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer autour avant? Et autour avant, on s'aperçoit que peut-être il n'a pas été suffisamment respecté dans ses besoins. Sans parler des erreurs commises ou des maladresses, mais il n'a pas été suffisamment respecté dans ses besoins. Et comme il est tard et que je voulais ne pas contribuer à vous fatiguer, et sachant, selon M. Testu, que notre rythme fait qu'à partir d'une certaine heure, notre attention décline, je vais donc vous relancer. Parce que le mot important pour un psychiatre, c'est besoin. On entend parler partout des besoins de l'enfant. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêts avec moi à faire la liste des besoins des enfants? Qu'est-ce que vous entendez par besoin des enfants? Qu'est-ce que nous entendons? Alors peut-être, si ça marche, si ça ne marche pas, je ferai la liste moi-même. Mais bon, quels sont les besoins des enfants? On tourne vers les enseignants. Jouer. Pardon? Jouer. Ne pas s'ennuyer. Jouer. Jouer. C'est pas un moyen. Pardon. Manger, boire, dormir. Manger, boire et dormir. Manger, boire et dormir. Voilà, donc je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça. Pardon, monsieur, je ne vous ai pas que vous disiez. Ah non, pardon. Je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que vous voyez bien que nous ne sommes pas d'accord. Et pourtant, tout ça devrait contribuer à ce que nous soyons en harmonie, en synchronie, dans la prise en charge des enfants, afin que leurs besoins soient à peu près satisfaits. Et je n'irai pas beaucoup plus loin, après je vous parlerai des enfants pour lesquels il me semble important, et ce sont les enfants que je vois en consultation, que nous voyons en consultation, pour lesquels les rythmes et la régularité sont importants et fondamentaux. Et vous apercevrez que peut-être ça concerne aussi les autres enfants qui ne sont pas dits, entre guillemets, malades. Les besoins. Les besoins primaires, vous l'avez dit, manger, dormir. Les besoins primaires sont indispensables. Il faut aussi les satisfaire. Est-ce que la cantine est bonne ici? Est-ce que les enfants ont du plaisir? Est-ce que, comme je l'ai parfois entendu rapporter par nombre de gamins, ils ne sont pas bousculés à la cantine par
personne qui se charge de la surveillance des repas. Comment peut-on... voilà. Besoins primaires. Ensuite, il y a des besoins, vous l'avez dit, de sécurité. Sécurité au sens physique et psychologique. Besoin de sécurité, en fait, c'est soutenu par la régularité, la régularité. Si un enfant peut prévoir ce qui va arriver, s'il peut se le représenter, il a un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, ça se construit sur des développements de mémoire, attention, concentration. Ça se construit à deux, lui et l'environnement. Besoin de sécurité, besoin d'affection, c'est une évidence, tout le monde le dit. Bon, je ne suis pas sûr que tous ces besoins soient satisfaits. D'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'affection? Besoin d'estime de soi. On monte un peu dans la culture. Le besoin d'estime de soi, c'est-à-dire qu'il est indispensable qu'un enfant puisse, par l'aide qu'il reçoit de son entourage, de ses enseignants, t'es nul, qu'est-ce que je pourrais dire encore, de ses pairs, de ses compagnons, de ses amis, qu'il puisse avoir un sentiment, qu'on se construise un sentiment d'estime. Pour terminer par, je ne sais plus qui le disait, sous-entendu, pouvoir apprendre, pouvoir se construire, pouvoir se réaliser. C'est en gros pouvoir un jour avoir la liberté de choisir ses chaînes, ses contraintes. Donc le développement, ça s'inscrit dans tout cet objectif-là. Ensuite, les rythmes. Quels sont les pathologies, je dirais le mot. Pathologie peut-être pas, mais les difficultés, les troubles, les soucis, les souffrances qui nécessitent que des rythmes soient respectés et qu'il n'y ait pas trop de changements dans la journée, dans la semaine et sans doute dans l'année. Alors, bon, quand j'ai commencé mes études, c'était 1 pour 10 000 naissances, et donc les enfants dits autistes, les enfants présentant un trouble de la communication. Actuellement, les statistiques, c'est 1 pour 1000, voire 800. C'est vrai que le diagnostic d'autisme s'est élargi, s'est étendu, mais ces enfants existent aussi. Et eux, ils ont besoin, pour survivre, que les choses soient constantes, présentes, répétitives, voire ennuyeuses. D'autres catégories d'enfants pour lesquels les rythmes sont importants sont les enfants en situation précaire, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons familiales. Les enfants du divorce ne sont pas des enfants malades, certes. Ce sont des enfants en souffrance, quoi qu'on dise. Même si ça se passe bien, même si tout va bien, même s'ils sont contents, même s'ils ont 2 fois de cadeaux, même s'ils ont 2 maisons, même s'ils ont 2 papas, 2 mamans. Ça joue sur leur développement. Et il est important que les parents puissent avoir un soutien en termes de régularité et de possibilité, de rythme de rythme régulier pour ces enfants. Oui, vous savez bien qu'un enfant, parent divorcé, n'a pas de maison. Il en a 2. Donc il n'en a pas. S'il n'en a pas et qu'on ne l'aide pas à se représenter ce qu'est cette absence de maison, il peut être en souffrance et en difficulté. Et pour ça, il a besoin que certains événements reviennent régulièrement et qu'entre-temps, il y ait, comme vous disiez, du dialogue et des mots sur cette absence. Enfin, il y a les enfants présentant des troubles du développement, que l'on appelle dys, D-Y-S, dysphasique, dyslexique, dyspraxique. Et maintenant, on parle des 10-10, parce qu'ils sont 10 de tout. Cela existe, beaucoup plus fréquemment qu'on ne pense, et qui font le lit des troubles d'apprentissage. Et là, ces enfants ont aussi besoin d'apprendre et de se construire à partir d'une régularité, car leur mémoire est trop courte, ou leur mémoire, il y en a plusieurs, ne sont pas suffisamment développés pour qu'ils puissent compenser les défauts de stabilité environnementale. Une autre catégorie qui n'est pas une pathologie, mais je ne suis pas sûr qu'on en parle, on verra bien, mais en principe, ça n'existe pas. Ce sont les adolescents. L'adolescence, ça n'existe pas. Un passage.
Et il est de plus en plus long. À tel point que les sociologues ont créé le concept d'adolescence, adulte, adolescent. Donc, dans ces périodes-là aussi, bon, pour un adolescent, disons, lambda, qui est en fait celui qui découvre que les hormones ont une influence sur son corps et qu'il va changer, et qu'il est en train de changer, à la fois dans son rapport aux autres, dans son rapport à ses parents et dans son rapport à son avenir, qui découvre le changement dans le corps, c'est-à-dire j'ai un corps qui change, donc je vieillis, donc je vais mourir. S'il n'a pas, là aussi, un soutien dans la régularité et dans les rythmes, il est en grande difficulté. Donc, ce qui me paraissait important de transmettre ou d'essayer de partager avec vous, c'était justement cette importance du repérage des événements qui permettent paix et retrouvailles. Rien ne se pourra se faire sans la concertation, parce que les villes qui ont vraiment voulu imposer des choses la provoquent peut-être ce qui se passe dans la tête de certains aujourd'hui. Sur la question des rythmes, je crois que ça dépasse largement le cadre scolaire. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas prêt à tester des choses, à se dire voilà, là, on a fait des erreurs, on revient en arrière, on va essayer ça. On n'est pas dans cette culture-là. Et je pense que c'est un peu aussi ce qu'il y a à l'école, c'est-à-dire l'école où on est extrêmement dur par rapport à l'erreur. Faire une erreur, les élèves sont toujours en train de faire une erreur. Et on est dans une société qui est comme ça, où on ne peut pas tester, on ne peut pas essayer. Parmi les critiques, on entend souvent des gens qui disent voilà, nous, il fallait pour que ce soit pour tout le monde la même chose. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement parce que c'est plus l'éducation nationale, c'est la municipalisation. C'est vrai que tout le monde dans le même cadre et puis tout le monde aurait été content, ça remettait personne en cause dans ces différents pouvoirs. Et je pense que c'est aussi une des leçons de cette réforme et de la loi de refondation, c'est que tout le monde va perdre du pouvoir. Que ce soit les élus, que ce soit les parents, que ce soit les associations, tout le monde va devoir faire des concessions pour pouvoir travailler ensemble. Et si on arrive à ça, je pense qu'on aura fait un gros travail sur notre société qui n'est pas du tout, qui est une société qui est plutôt dans l'affrontement et qui n'est pas dans la concertation. Et là, il faudra vraiment que, si on arrive à ça, je pense que c'est carrément un changement de société qui va se mettre en place. Certes, il y a les rythmes, mais il y a le climat à l'école. Et ce climat-là, ce n'est pas un climat bienveillant. À la FCPE, on parle toujours de la bienveillance, mais je pense que c'est un point important parce que c'est pas parce qu'on mettra plus d'heures, moins d'heures, machin, c'est qu'on est, comme je disais tout à l'heure, on est extrêmement. Les élèves qui font des erreurs, on ne leur donne pas confiance. Ou si on donne confiance à ceux qui réussissent. Ceux qui ne réussissent pas, on leur donne pas. Au contraire, on peut les enfoncer. Donc, on est vraiment. Et il y a aussi tout ça aussi à changer. Il y a la pédagogie. C'est vrai, les programmes sont importants. Mais la pédagogie, comment on transmet actuellement, là, c'est un des enjeux qui est extrêmement important avec le numérique. Parce que le numérique permet de faire beaucoup de choses, positives comme négatives, enfin non pas comme, plus positives que négatives. Et voilà, il y a aussi tout ça qui est à mettre en place. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment une question de changement de société qui est en place. Et pour terminer, je voulais parler de la question des associations d'éducation populaire qui là sont remises en avant. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien. Ce sont des associations qui ont été malmenées pendant des années
Et puisqu'on est dans le cadre d'une réunion socialiste, je voudrais aussi reparler de Jean Zay, qui a été donc un grand ministre de l'éducation et de la culture. Et Jean Zay donc était ministre de l'Éducation nationale, mais aussi était le ministre des associations d'éducation populaire, avec un sous-ministre, si on peut dire sous-ministre, qui s'appelait Léo Lagrange. Donc il y a aussi toute cette histoire-là qui est aussi à prendre en compte. Et donc c'était mon petit clin d'œil à Jean Zay. Merci madame. C'est là. Oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait de la perte de pouvoir. C'est qu'on est, et c'est pas seulement dans le domaine de l'éducation nationale, on s'en aperçoit dans tous les domaines en ce moment où il y a des réflexions de société qui se font de façon beaucoup plus transversale. Je me rappelle avec Nelly, on est allé écouter les représentants de l'ARS travailler avec les élus locaux sur une démarche de santé et de construction de la ville, de l'urbanisme, etc., en rapport justement maintenant avec les responsables de santé, comme on pouvait réfléchir à une ville autrement pour diminuer en quelque sorte les problèmes de santé, notamment en Ile-de-France où on bat tous les records, tous les mauvais records. Je pense qu'on est plutôt sur une société qui se met en marche vers de la transversalité. Et c'est vrai qu'on est en France sur des structures encore presque, je dirais pas colbertistes, ou presque, malgré les lois de décentralisation, on est encore dans une rigidité, mais je reste optimiste, puisqu'on s'aperçoit que les liens se font. Ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, évidemment, mais la refondation de l'école, commençant par la réforme des rythmes scolaires, parce que les rythmes scolaires en soi ne sont pas une réforme. Rappelons que le ministre veut travailler sur la refondation de l'école. Et pourquoi refonder l'école? Parce que, comme il a été dit tout à l'heure, beaucoup d'élèves sont en difficulté, parce que les résultats des élèves français, malgré le professionnalisme de nos enseignants, l'investissement de nos enseignants étant chuté depuis quelques années, il fallait le repenser. Et on le repense comment? Non pas en attaquant encore, il faudra en attaquant, c'est mon expression, mais en travaillant à la base, c'est-à-dire sur l'élève en primaire. Voilà, c'est quand même l'idée du ministre et l'idée que nous partageons. Parce que nous comprenons bien que ce n'est pas en arrivant en 6e, malgré les efforts, toutes les structures, le soutien qui peuvent être mis en place, on aide un peu les élèves, mais on ne sort pas vraiment les élèves ont une grande difficulté. Donc c'est à la base, à l'école primaire, qu'il faut travailler et réfléchir. C'est en concertation. Donc je suis par rapport à toi relativement optimiste sur ce mouvement de société qui est en train de se construire, et c'est bien pour l'ensemble de la population, même si c'est difficile parce qu'on est en même temps dans une période de mutation, de crise économique, etc., où il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, mais c'est pour ça que nous devons continuer à affirmer nos valeurs et notre croyance en l'école de la République, justement aussi par le soutien des associations d'éducation populaire que tu as citées. J'ai le droit ou pas? Oh, pardon. Non, mais vas-y. Ça concerne ce qui a été dit là. C'est toi qui as parlé de l'ouverture numérique. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas lutter. C'est comme ça, c'est un fait. Donc, voilà, une solution, c'est de s'adapter. Et au mois d'août, cet été, il y a eu un séminaire gouvernemental qui parlait de la France de 2025. Avec un gros volet de l'éducation. Et un des conseillers, un des représentants qui est là, qui s'appelle Michel Serre, qui vient d'écrire un bouquin sur la petite zapette, c'est-à-dire la gamine la jeune de 14 ans qui a son téléphone, qui a son ordinateur, qui est sur tous les réseaux sociaux. Et ça, on ne peut pas aller contre, il faut s'adapter et on est obligé de mettre en place des structures pour pouvoir utiliser ça.
Je voulais dire aussi que François Hollande a quand même rétabli 60 000 postes. Là, quand même, c'est quand même quelque chose de très important, parce que depuis quelques années, on a quand même bien saccagé l'éducation nationale, tous les postes qui ont été supprimés, on n'a plus d'adultes dans nos écoles, peut-être moins à l'école primaire, mais dans nos collèges et nos lycées, mais même l'école primaire, on se retrouve avec des classes surchargées. Donc, ce qui fait que les enseignants sont aussi moins patients pour surveiller et accepter une trentaine d'élèves, voire plus parfois, c'est pas toujours facile. Les parents n'arrivent plus à supporter leurs gamins, mais un enseignant doit en supporter plus de 30 dans sa classe. Donc je pense qu'aussi il y a beaucoup de choses, et comme tu l'as dit Anita, je pense qu'il y a un lien aussi entre l'éducation nationale et la santé. Tout va faire, comme l'a dit monsieur Nguyen. Je pense qu'il y a une éducation des parents à refaire à la base. Effectivement, les gamins arrivent déjà à l'école avec 1 heure, voire 2 heures de télé. Ils n'ont pas déjeuné la plupart du temps, mais ils ont déjà une bonne dose de télé ou de petites machines ou de ce qu'on veut. Donc, et ce qui fait aussi peut-être leur fatigue quand ils arrivent à l'école, leur fatigue visuelle, parce qu'ils ont un autre rythme. Les parents, oui, ne se rendent pas compte toujours, je crois, des méfaits, de tous les dégâts de ces jeux, de tout ce qu'on leur laisse faire. Voilà, c'est un autre débat. Moi, j'aurais voulu répondre juste à des lignes sur le sujet. Non, je pense pas qu'ils s'en rendent pas compte. Mais je pense que c'est un rythme de vie. Qui n'a pas eu en tant que parent, et moi le premier, bon, va voir la télé, au moins comme ça. Je viens de me taper mes 40 heures ou mes 50 heures de boulot dans la semaine. Tu vas voir la télé, tu vas jouer sur ta Nintendo. Pendant ce temps-là, décidez. Qui n'a pas eu qui l'a pas fait? Qui l'a pas fait? Je jette la première pierre. Si, moi j'ai fait. Bien sûr, mais bien sûr. Et c'est ce système de vie, ce système de vie de travail, c'est ce système de rythme qui oblige à un moment ou à un autre aux parents. Alors, sur la formation, c'est la seule qui n'existe pas, je ne l'ai pas trouvée dans aucun dictionnaire et dans aucune centre de formation, c'est la formation parent. Ah, c'est pas mal, hein, ça là. Si quelqu'un pouvait nous la créer, elle serait pas mal. Docteur Nguyen va me trouver une solution. Oui, et il y a une association remarquable qui s'appelle l'École des parents, qui publie et qui réunit aussi. Non, mais je pense que, pour en revenir à la question de l'erreur et de la faute, je crois qu'il n'est pas question de culpabiliser. La démarche de culpabilisation, on sait que ce n'est pas très efficace, il y en a qui adorent être culpabilisés. Alors, ça n'a pas d'efficacité. Par contre, informer effectivement sur ce qu'est, quels sont les effets sur les cerveaux d'une trop longue exposition à l'écran. Si vous dites, et je vous le donne comme information, c'est ce qu'on transmet, c'est que c'est de la lumière. Un écran, c'est certainement quelque chose de passionnant derrière, mais c'est surtout de la lumière. Et la lumière, c'est fait pour réguler le temps. C'est-à-dire qu'en fonction de la lumière, le corps il est fait pour, quand c'est allumé, enfin, quand il y a de la lumière, on est éveillé, quand il y a du noir, on dort. Et si on modifie ça, parce qu'on a inventé l'électricité et l'écran, eh bien vous avez des enfants qui envoient à leur cerveau des quantités d'informations lumineuses, qui fait que leur cerveau ne sécrète pas ce qu'il doit sécréter. C'est-à-dire, il y a des hormones qui servent à rester dans un certain équilibre. Alors qu'un pilote de ligne qui veut bien faire son travail et qui va très loin et revient très vite, ben lui, il prend de la mélatonine. L'adulte, il sait faire, l'enfant, il ne sait pas. Et si on ne dit pas aux parents à quoi ils exposent leurs enfants, bon, ils peuvent se dire qu'effectivement, moi j'ai des familles, c'est autre chose. Parce que c'est les parents qui disent tout le camp, ils regardent la télé. Et demain, ils ne voient rien, ils s'ennuient. Et je rebondis sur l'ennui. Moi, je ne crois pas que ne pas s'ennuyer soit un besoin. Je crois que s'ennuyer, c'est un besoin. C'est-à-dire que s'ennuyer au sens de
s'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, vous dites, si tu t'ennuies, cherche autre chose, là, on va peut-être inventer, créer, penser. Non, ces engins sont des engins remarquables. Il se passe des choses magnifiques avec ça. Et sur le plan pédagogique, c'est évident que l'enseignement informatisé, ça nous évitera, à nous médecins, de faire des certificats pour des sorties d'école avec un enseignement, un téléenseignement. Il y a les gamins qui ne peuvent plus tolérer. Ça, c'est au collège. C'est vrai que c'est plus au collège que commence à apparaître des demandes de ce type pour les enfants de primaire. Mais au collège, ils ne peuvent plus. Et ils apprennent seuls. Et je pense, j'ai en tête un gamin, il était prêt à partir dans la délinquance. Sa mère, après, a pris la décision. Elle dit, bon, je te garde. Avec l'aide de téléenseignement, et il est tout seul, et il est content. Il sort voir ses copains, il joue, etc. Mais il ne pouvait plus supporter le collège, et au collège, il était en lutte. En lutte, il se défendait, il était attaqué, il se défendait, il devenait délinquant. Bon, ça, c'est une anecdote. Mais l'ennui, oui, ça aussi, on peut essayer de transmettre ça aux parents. Ennuyez-vous aussi, de temps en temps. Alors, quant au samedi, j'ai une anecdote sur le samedi. Ici, je connais un peu parce que j'ai une compagne qui a travaillé en éducation nationale. Et il y a longtemps, je ne me souviens plus à quel moment, il y avait des enquêtes auprès des familles pour savoir si il fallait supprimer le samedi. Et les réponses savoureuses, dont une, ah ben non, parce que le samedi, les parents ils font des choses que les enfants ils n'ont pas à faire. Mais c'était simplement les courses, je pense. Ce qui voulait dire qu'à une certaine époque, et en fonction de l'influence de l'environnement, il y a des choix qui peuvent changer. Enfin, on passe au troisième rang. Moi, je suis enseignante et je voulais savoir si au niveau de Guyenne, quelle est la limite pour un enfant de supporter la collectivité. Justement, vous dites que cet enfant est heureux de se remettre avec l'esprit des sorts. Et justement, 7h du matin, ceux qui vont planer matin et soir, 7h du matin, 7h du soir, ils sont en collectivité. Et le temps du midi, c'est à 30, c'est beaucoup plus par rapport au nombre d'adultes. Et avec cette réforme, moi c'est ça qui me pose question. C'est qu'un enfant a besoin de temps en temps de se mettre dans un coin, surtout qu'on pousse, je sais pas, s'isoler, se retrouver avec lui-même, rêver, pas être toujours en activité, pas toujours aller aux toilettes dans le temps des autres, pas être obligé de faire la ronde, non, d'aller en motricité, maintenant je me wagon. Et moi je crois beaucoup que cela les fatigue. Je ne dis pas que les rythmes chronobiologiques ça les fatigue pas, mais en plus, ce collectif, moi si j'étais tout le temps en collectivité comme ça, je craquerais. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Oui, vous avez raison, la collectivité est toujours plus difficile à supporter. Il n'empêche que c'est dans la collectivité qu'on se construit une société. Un être humain ne se construit pas seul. Alors voilà, je pense que ce qui est sous-entendu dans votre question, c'est qu'effectivement, tout le monde doit être formé. Et c'est une question difficile, c'est-à-dire que les activités périscolaires, l'ennui c'est qu'on appelle ça activité. Enfin, il faut bien les nommer. Mais effectivement, si des activités périscolaires, c'est un millefeuille d'activités successives, alors je connais un peu, alors pour des raisons tout à fait personnelles, j'ai 2 petits-enfants qui habitent Paris. La première journée d'organisation des activités périscolaires, je vous dis pas, enfin bon, je crois qu'il faut que tout le monde soit formé. Et effectivement, activité, ça ne veut pas dire, me semble-t-il, action. C'est vrai que c'est un vilain mot. Enfin, le mot. Donc, il faut aussi que dans ces activités, et en fond, alors c'est vrai que mon intervention n'a pas été précise, d'ailleurs, je n'ai pas fait en fonction des âges. Mais il est bien évident qu'en fonction des âges,
il y a des moments où la non-activité est une activité. Il faut le faire passer aussi, être en formation. Je parlais de l'ennui, le repos. Le but, c'est de alléger le programme, raccourcir le temps d'attention, parce que la scolarité et l'apprentissage nécessitent de l'attention. Et le but, c'est de diminuer la consommation d'attention, pour qu'elle puisse se restaurer dans l'ennui ou dans la détente, les activités loisirs, pour pouvoir ensuite, j'espère que je parle sous votre contrôle, j'espère que vous êtes d'accord, pour pouvoir ensuite être remise en fonction. L'attention, c'est de pouvoir réorganiser toutes ces ressources cérébrales et psychiques pour pouvoir les mettre au service d'un apprentissage. Donc, le but, me semble-t-il, de cette réforme, en tout cas celle que nous soutenons, c'est qu'effectivement, le temps d'attention, c'est comme l'argent, c'est une denrée rare. Et elle ne peut pas être, comment dirais-je, on ne peut pas en attendre constamment. Et il y a nombre d'enfants qui présentent des troubles, enfin, qui sont agités et distraits, et que certains appellent troubles, enfin, que j'appelle aussi troubles de l'attention avec hyperactivité, qui sont des troubles de l'attention avec hyperactivité d'origine environnementale. Hein, par trop d'activité, les enfants ne peuvent plus ensuite investir le jeu. Alors là, je suis d'accord sur la question du jeu. Le jeu est créatif, le jeu est imaginaire, et le jeu aussi qui permet de maîtriser cet environnement qui est terrifiant. Quand un gamin, une petite sœur arrive, un petit garçon de 5 ans, voit que sa maman est occupée, qu'arrive une petite sœur, un bébé, on lui offre intelligemment un poupon. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait quand la petite fille arrive, il prend le poupon, dessus, tiens, je t'écrase. Il vaut mieux qu'il le fasse avec le poupon qu'avec... C'est-à-dire qu'effectivement, le jeu est aussi un instrument de construction et de réalisation de soi. C'est fondamental. Nous, les parents, il y a des pédopsies qui savent à leur âge continuer à jouer. Mais les parents, ils ne savent pas bien jouer. Donc, ils peuvent demander à des gens formés de jouer aussi avec. Le jouer, ce n'est pas une activité. Alors, vous avez raison, la collectivité est pesante. Et c'est un passage obligé, me semble-t-il, pour se construire. À l'origine, il n'y a pas un, il y a deux. Il faut un autre. Alors, sur le plan biologique également, pas seulement sur le plan psychique, mais sur le plan biologique, qu'on apprend par l'imitation. C'est parce qu'on fait des gestes, parce qu'on entend un son, et puis on s'aperçoit que c'est un effet sur l'autre, que le cri devient une parole peut-être, s'il est entendu. Et maintenant que nous savons, c'est encore controversé, mais nous savons qu'il y a dans notre cerveau des neurones miroirs, c'est-à-dire des neurones qui sont en activité, simplement, alors ce sont des neurones identiques à, par exemple pour un geste, je fais ce geste, c'est une quantité de neurones qui se mettent en route, on les enregistre. Eh bien, si je vois faire ce geste par quelqu'un d'autre, j'ai les neurones d'à côté qui sont stimulés. Je ne bouge pas, mais mon cerveau agit comme s'il allait bouger. Et donc, c'est une hypothèse sur les mécanismes d'apprentissage. On apprend de toute façon sur le plan par l'imitation du propre, alors d'autres diraient l'identification, l'imitation. Pourquoi les petites filles veulent être professeurs, veulent être institutrices en CP, puis après elles écrivent qu'il ne faut surtout pas. J'ai lu des papiers étranges là, sur le livre de Madame de Coninck, Dominique de Coninck, qui a écrit un livre sur « Je suis une institutrice heureuse ». Et il y avait un blog comme ça, il y a des gens qui écrivaient. J'étais affolé. Comment est-ce possible qu'une institutrice soit heureuse? Si j'avais un conseil à donner au bac plus 5, c'est surtout n'allez pas faire ce métier où on vous dévalorise, où on vous paye mal. Donc elle avait oublié l'intérêt qui était aussi peut-être du plaisir de transmettre et former. Pourquoi j'en suis là? Mais oui, la collectivité, c'est lourd, c'est pesant. On n'a rien trouvé de mieux. Vous connaissez l'expérience qui a été faite par Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, je ne sais plus en quelle année. C'était un type remarquable, intelligent, qui parlait plusieurs langues. Et puis, quand il a eu le pouvoir, il dit, je vais faire une expérience. Comment faire? Quelle est la langue qui va être parlée en premier? C'est l'allemand, l'italien
ou le latin. Alors il a fait ce que son pouvoir l'autorisait à faire, il a pris des enfants, et il les a confiés à des nourrices avec ordre de ne pas leur parler, pour voir quelle langue allait sortir spontanément. Résultat, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Par négligence, par défaut, par dépression anaclitique, on dit maintenant, mais ils sont tous morts. L'expérience n'a pas été renouvelée. Et il n'a pas publié. Il n'a pas publié dans des revues scientifiques. Mais, donc on a besoin des autres. Tous les enfants ont besoin d'eux. Et c'est vrai qu'il faut créer les conditions pour que cette communauté ne soit pas persécutrice, mais on ne peut pas non plus l'empêcher, prévenir que les effets négatifs, ce qu'on suppose négatifs, donc les effets de construction par rapport à l'autre sont importants. Non, je ne parlais pas devant. Oui. Non, je vais très vite, mais par rapport à tout ce que j'ai entendu, je voudrais préciser quelques-unes de mes positions. La première chose, je voudrais qu'on soit au clair par rapport à l'expression rythme scolaire. C'est un des chevaux de bataille. C'est une expression qui a été tellement galvaudée que je pense que ce serait pas mal qu'on revienne un peu sur ce que ça veut dire. Il y a deux définitions possibles. La première, c'est de considérer les rythmes scolaires, mon voisin en a parlé dans ce sens-là, comme les rythmes de vie des jeunes, qu'ils soient ou les moins jeunes, en situation scolaire, à l'école. Besoin physiologique de l'enfant, que cette réforme puisse être mise en place malgré les difficultés matérielles et les difficultés de changement d'habitude que cela produit. L'école est quelque chose, c'est pour ça que je ne suis pas venu parler des rythmes scolaires, d'abord j'ai rien à dire, comme je le disais tout à l'heure, sur les rythmes scolaires. Je pense d'ailleurs que les rythmes scolaires, c'est pas le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est les rythmes de vie des enfants, des parents, c'est les rythmes de vie. Et là, je me sens un petit peu plus à l'aise pour en parler. Mais pour en revenir à l'éducation nationale, à l'instruction publique, à l'école, les habitudes que nous devons, et nous devons remercier Jules Ferry, Paul Bert et autres, sont extrêmement présentes, puisque dans un pays lointain, que je connais un petit peu, savez-vous qu'il n'y a pas de saison. Il y a la saison des pluies et la saison sèche. Saison froide, ça veut dire 12 degrés. Saison chaude, eh bien, malgré tout, les examens, c'est en juin. Ça n'a pas changé. La colonisation et les bienfaits de la colonisation, enfin bon, on se souvient, mais même, bon, là, il y a une libération, alors, disons, une prise de liberté depuis quelque temps, voilà. Et bon, c'est en juin. Et comme en juin, c'est la saison des flamboyants, c'est les examens, les étudiants appellent ça le jour des flamboyants. Mais ça reste quand même au mois de juin. Je m'arrête là, je pense qu'on a la possibilité d'échange. J'ai oublié de parler du sommeil, enfin j'ai oublié. Vous m'aviez sollicité sur le sommeil. Non, c'est évident que les enfants doivent dormir. Mais pourquoi ils doivent dormir? Parce que quand ils ne dorment pas, il y a des modifications biologiques importantes. On connaît ça chez les adultes. On le connaît moins chez les enfants. Nous, nous le connaissons. C'est pas dans les médias. On appelle les apnées du sommeil. Hein, ce qui fait que, éventuellement, dans la journée, les adultes s'endorment sur place parce qu'ils ronflent. Hein, ils respirent mal. Ils font des arrêts cardiaques. C'est ça l'apnée du sommeil. On fait des petits arrêts cardiaques. Donc le cerveau, il n'est pas irrigué pendant un certain temps. Donc il dort mal. Comme il dort mal, il est en dette et ça entraîne des ennuis. Chez les enfants, le rythme veille-sommeil est impératif à respecter. C'est pour ça que je me fais des ennemis de nombre d'enfants quand je leur dis non. L'écran et les jeux, c'est 1 heure par jour maximum. Et à 8h30, tu arrêtes. Je calme, j'en calme. Et on tient le coup. Si la famille tient le coup, on tient le coup. Mais pourquoi? Parce que ça me permettrait, moi,
de prescrire beaucoup moins de mélatonine et de beaucoup moins d'amphétamine, de méthamphétamine, de Ritaline. Parce qu'un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant agité et c'est un enfant qui fait pipi, entre autres. C'est juste pour indiquer en quoi le corps et l'esprit sont liés, la biologie et le psychisme sont liés. Bien sûr qu'il y a aussi des enfants en souffrance pour des relations inconscientes et mal transmises, mais bon, s'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas d'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, le cerveau fonctionne bien. Voilà, je voulais juste rajouter cet aspect. C'est parce que avant de prendre une décision, j'avais lu et entendu ce que je viens d'entendre. Au-delà de toute idéologie, parce que quand on regarde bien, Luc Ferry, Luc Châtel, Vincent Payon, Niveau disait tout la même chose. Donc, au-delà de toute idéologie, tout ce qui vient d'être dit, en fait, c'était une réforme pour l'enfant. On fait une réforme pour l'enfant. Et si c'est bon pour l'enfant, pourquoi fallait-il attendre un an de plus? Donc, on engage une concertation, et immédiatement on dit si c'est bon à la fois pour l'équilibre de l'enfant, mais aussi pour sa réussite scolaire, au bout du compte, il va à l'école aussi pour ça. Lorsqu'on fait le constat que la France était 26e, je crois, 26e en termes de rythme scolaire, est-ce qu'on peut accepter ça? Donc, on a pris la décision, mais en expliquant tout ça, que les parents d'élèves, que ce soit la FCPE ou que ce soit la PEP, l'étude sectorialiste, les enseignants eux-mêmes disaient que les 4 jours et demi c'était mieux, même si ça change leurs habitudes. Et puis juste rappeler qu'aujourd'hui on parle uniquement de la réforme des rythmes scolaires. Mais la réforme c'était aussi la création de 60 000 postes sur 5 ans. C'était l'ouverture des écoles supérieures de professorat et d'éducation. Je rappelle que les enseignants ils se retrouvaient livrés à eux-mêmes face à des enfants sans avoir eu de soins préalables. C'est le rétablissement du de stage pour les enseignants, c'est la création des emplois d'avenir professeurs pour 18 000 étudiants boursiers. C'était aussi l'éventualité de la relance de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, la mise en place d'une scolarisation, d'un dispositif de plus de maîtres que de classe, c'était l'entrée de l'école dans l'ère numérique, et c'était aussi la réforme des rythmes scolaires. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui compte dans le dialogue ou dans le conflit. Alors peut-être qu'une petite ville de 6 000 habitants avait quand même quelques atouts aussi pour pouvoir commencer. On avait, dès 2008, mis en place ce qu'on appelait le PEG, le projet éducatif global. Projet éducatif global, c'était quoi? C'était s'occuper de ce qu'on proposait aux enfants, comment l'enfant pouvait s'intégrer dans la ville dès la crèche jusqu'à 20 ans. On considère qu'après 20 ans, peut-être qu'ils sont devenus adultes. Mais donc, ce projet éducatif global reprenait toutes les activités périscolaires avant l'école, l'activité périscolaire
pendant la pause méridienne, l'activité périscolaire après l'école, les études, aussi prises en charge, et souvent d'ailleurs soutenues par les enseignants, ce qui était un gage de qualité. Et puis, les centres de loisirs ou toutes les activités du mercredi, mais en y associant aussi tout le monde associatif, parce que il n'y a pas que la municipalité qui organise la vie dans une ville. Heureusement, il y a une multitude de bonne volonté, de bénévoles qui, soit sur le plan sportif, soit sur le plan culturel, soit sur le plan social, interviennent. Et tout ce monde-là, il fallait le mettre en place. Donc dès le 23 février, on a réuni tous ces gens, avec évidemment un triptyque important. Les enseignants, les parents d'élèves et la ville. Chacun a des intérêts contradictoires. Dans le débat, c'est assez vite arrivé. Et dès le début, ce qu'on a proposé, c'est exactement ce que M. Testu nous a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si on installe des rythmes différents, eh bien, il faut les installer dans le cadre du rythme de l'enfant. Et donc, le matin, c'est dur à démarrer, pour tout le monde. Et puis, en début d'après-midi, c'était dur de s'y remettre. On a donc proposé que les TAP, les fameux TAP, les temps d'activité périscolaire, eh bien, soient positionnés le matin, donc de 8h30 à 9h, et en début d'après-midi, de 13h45 à 14h45. Une fois par semaine, puisque en commençant à 9h, 4 jours par semaine, c'est 2 heures, 7 étapes, et la troisième heure, et donc une fois par semaine par école. Alors tout ça pose des problèmes. Hein. Je ne dis pas que tout est magnifique dans le meilleur des mondes. Ça a provoqué des discussions. La première discussion, c'est est-ce que le matin, une demi-heure de temps d'activité périscolaire, est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose? Parce que nous, on s'est dit que peut-être que le matin, un temps d'activité périscolaire d'une demi-heure de plus de sommeil, ça ne pouvait pas être mal. Et on s'aperçoit d'ailleurs que, au bout du compte, on a 50% des enfants qui arrivent à 9h. Et donc on peut imaginer qu'ils dorment une demi-heure de plus en espérant qu'ils ne se couchent pas une demi-heure plus tard. Ça, c'est plus notre responsabilité. Alors je fais un distinguo quand même, c'est qu'en début d'après-midi, l'étape d'une heure, il y a une unanimité. Tous les enfants sont ravis. Là, et personne ne conteste ça, les enfants sont très contents. Et on est à 96% de fréquentation en début d'après-midi. Par contre, et j'ai entendu M. Testu tout à l'heure, à la fois les parents et les enseignants disent que les enfants sont plus fatigués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être plus fatigué? En tout cas, on ne peut pas contester ce sentiment. Si tout le monde dit que les enfants sont plus fatigués, a priori, admettons. C'est sûrement vrai pour les maternelles, où là, je pense qu'il y a peut-être des adaptations à trouver, parce que d'abord les petites sections font la sieste, et donc le temps d'activité périscolaire de l'après-midi, c'est la sieste, et je crois que c'est bien comme ça. Par contre, il est vrai qu'après 2 heures de pause méridienne, plus 1 heure de temps d'activité périscolaire,
les remettre en situation d'apprentissage, là les enseignants nous disent que c'est quand même un peu compliqué, et donc il faut prévoir avant la rentrée en classe au moins un quart d'heure de décompression, de façon à ce que les enfants soient calmes. Et puis, pour les CP particulièrement, ce qui nous est dit aussi, c'est que dans certains cas, et ça dépend probablement du rythme des enfants et de ceux qui ont besoin de plus de sommeil ou de moins de sommeil, certains effectivement sont vraiment fatigués quand ils reviennent de 2 heures de pause méridienne plus 1 heure de temps d'activité périscolaire, ils dorment. Donc, là encore, il y a probablement des ajustements à faire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple à mettre en place, mais que si on le fait dans un dialogue général, sans connotation qui pourrait être autre que l'intérêt de l'enfant, je pense que c'est une bonne réforme et que on a la facilité, c'est qu'on n'a pas besoin de transport scolaire. Je reconnais que dans les communes rurales, où il y a d'autres difficultés qui se posent. Mais globalement, les enfants sont ravis. 2, les 2 fédérations de parents d'élèves considèrent que la concertation, même s'ils n'étaient pas pour partir dès la première année, au début, ils disaient non, on va attendre. Maintenant, on considère que, en fait, ils sont partie prenante dans des ajustements à faire, et c'était aussi pour ça, cette première année, pour expérimenter, pour ajuster. Et ensuite, je veux venir tout simplement sur le plan financier, parce que ça aura sûrement à répondre à cette question-là. Évidemment que sur le plan municipal, c'est un coût supplémentaire, enfin, c'est une charge supplémentaire. Je rappelle quand même que l'État donne 50 € par enfant, et un point important, la CAF donne l'équivalent de 53 € par enfant. Et moi, nous, on a fait le compte. Cette opération nous coûte environ 100 € par an. Donc, ce qu'il faut obtenir à la fois de l'État et de la CAF, c'est qu'ils continuent cette dotation. Et donc, si l'État, alors déjà l'État s'est engagé pour une année de plus sur 2014, la CAF s'est engagée sur 3 ans, donc espérons qu'on arrivera à convaincre que si les communes s'engagent, elles ne peuvent pas s'engager sans avoir au moins un retour financier qui permette d'alléger la facture. Mais encore une fois, je crois que cette réforme, elle est faite pour l'enfant. Les enseignants, je comprends que certains qui ne travaillaient pas le mercredi, ils sont obligés de travailler le mercredi, c'est pas très simple. Mais je voulais juste conclure, et là, j'ai perdu le combat, je vous le dis, mais je suis très favorable à ce que ce soit le samedi matin. Tout simplement parce que, d'abord, le mercredi, on dit, quand les parents travaillent, les enfants se lèvent quand même. Oui, mais les parents, il y a une famille. Et parlons-en de la famille. Et souvent, c'est les grands-parents qui récupèrent les enfants le mardi soir. Ce qui fait que le mercredi matin, les enfants peuvent dormir. Et puis le samedi matin, moi j'ai eu des enfants, j'étais ravi d'aller. C'était le seul jour où je pouvais aller les chercher à l'école. C'était le seul jour où les enfants étaient contents de voir les parents venir les chercher à l'école. C'était le seul jour où je pouvais rencontrer les parents des copines de mes enfants. C'était le seul jour où j'avais du lien social avec l'école. Et
et qu'on se cantonne au sacro-saint week-end me désole un peu, même si je peux comprendre que pour les familles recomposées ce soit plus compliqué. Je considère que si les familles recomposées habitent proches l'une de l'autre, ça peut aussi permettre aux pères de continuer de s'occuper de la vie scolaire de ses enfants. Avant de vous laisser la parole, je voudrais rebondir sur une petite remarque qu'a faite Renaud et vous prier de m'excuser parce que c'est vrai que ce soir, Madame Gillot devait nous rejoindre et elle a eu un petit empêchement, je vous dirai pourquoi elle n'est pas avec nous, mais elle nous a fait un petit mot pour la soirée, elle vous prie de l'excuser. Mais je voulais juste rebondir sur ta remarque Renaud de concertation, que tous les acteurs se rencontrent, qu'ils soient culturels, sportifs, élus, etc., agents municipaux, animateurs, parents. Mais tout ça, ça ne peut se faire sous l'égide des collectivités. Il faut que les collectivités, quel que soit leur niveau, que ce soit les départements, le collège, enfin, les décentralisations, on connaît les compétences de chacun, mais il faut que ce soit les collectivités qui portent une réelle ambition éducative. Donc ces acteurs-là ne se rencontrent pas sans les élus. Il faut que les élus les rencontrent, et même, comme ça avait lieu à Bouffémont, les aient rencontrés avant, bien des années avant, avec un véritable projet fort pour la jeunesse de leur territoire. Je voudrais donc, vous pouvez m'excuser, et je vous lis rapidement le petit mot de Madame Gillot. Anita les a gentille de m'inviter à partager cette rencontre en ces temps de réflexion avec vous. Un rendez-vous de dernière minute avec Monsieur le ministre de l'Intérieur m'empêche d'être avec vous ce soir. Donc c'est vrai que ça ne se refuse pas, un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Et croyez bien que je regrette, tant le sujet que vous allez étudier me paraît une priorité politique pour Cormeilles. Il me paraît surtout une priorité pour l'avenir de notre jeunesse, car nous en sommes tous convaincus, puisque nous sommes tous ici ce soir, de notre pays. Redonner du souffle après plus de 10 années de classe de l'école publique, organiser concrètement de meilleures perspectives avec la refondation de l'école, donnant à chaque enfant toutes les chances de réussir et permettre son épanouissement. Voici un utile et salutaire projet pour l'école dans lequel je me suis pleinement investie, tant au Sénat que dans ma commune. C'est vrai que la ville de Madame Gillot est membre du réseau des villes éducatives. Madame Gillot est très très investie dans l'éducation. C'est d'ailleurs bien pour ça que nous l'avons invitée ce soir. Ce projet ne se fera pas sans effort et nous saurons les engager. L'enjeu est de taille, affirmer, redonner sa place à notre jeunesse, à Cormeilles, en Val d'Oise, en France, sa place dans le monde. Donc elle nous félicite et elle nous souhaite bonne chance. Et je remercie Madame Gillot de ses encouragements. Avant de vous laisser la parole. Voilà, nous avons un peu de temps pour poser des questions. Je reste à votre disposition. Je vais voir si il y a un ou deux qui commence. Sinon, merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en France, dans l'intérêt général et surtout dans mon entreprise, je trouve qu'on a une grosse résistance au changement. Par rapport à ça, je l'avais. Et je trouve que le job est fait pour vraiment, parce que je suis encore réticent sur mercredi pour un problème de logistique. Mais tout ça m'a bien parlé. Et je trouve que vous devriez faire une caravane et célébrer la France. Parce que le problème se pose vraiment à l'échelle de la nation. Voilà, c'est juste pour prendre la parole, casser un peu la chose et permettre de venir. Merci. La tombée des plages, ce serait pas mal. Je vous écoute. Oui, en fait, je m'aperçois que finalement, ça fait l'unanimité. Tout le monde est d'accord qu'il faut mettre l'enfant, la réforme, il faut mettre l'enfant au centre de cette réforme.
Mais je pense qu'il y a eu une erreur, et j'aimerais bien avoir l'avis notamment de M. le maire, ou peut-être de responsable de la FCPE. Je pense qu'on n'aurait pas pu permettre aux communes de la faculté de choisir et de retarder cette réforme, et d'obliger, je pense, dès la première année, parce que je pense que derrière, il y a eu un mélange un petit peu du but de cette réforme, et je pense qu'il y a une politisation, et je crois qu'elle nuit gravement à la mise en place de cette réforme. Et avec plaisir. Dans quelle mesure il y a obligation, ou il y a eu une obligation à cette concertation? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a laissé finalement les représentants de l'État et des collectivités choisir pas de le faire sur une année ou sur 2 années? Est-ce qu'on leur a laissé la possibilité finalement de s'organiser comme ils voulaient? Est-ce que la concertation a été obligatoire, quelle que soit la forme? Revenons sur le décret de l'honneur du 26 janvier 2012. Merci. Dans le décret du 26 janvier 2013, pour que le projet éducatif territorial soit validé par l'inspection académique, il fallait qu'il y ait concertation. Toutefois, c'est vrai qu'il y a de la politisation dessus, et on s'aperçoit pourquoi. Parce qu'à un moment ou un autre, et c'est ce qui fait un peu débat sur le sujet, si on avait imposé au PIL de passer dès 2013, beaucoup auraient dit, d'accord, ils imposent, ils payent. Et c'est un peu le seul bas qui blesse pour nous, FCPE, c'est que c'est peut-être là où nous, on aurait bien aimé qu'il y ait plus de villes. Vous imaginez, 16 villes sur le département, et encore, en Ile-de-France, on est dans les nuls. Je parle pas de Paris qui est un département à lui tout seul. Mais dans le 92, 0. Dans le 94, 1 ou 2. Nous, 16. Et on a l'avantage, on ne fera pas de polémique là-dessus, c'est des villes aussi bien de droite que de gauche.